un petit peu dans la room. On va prendre au fur et à mesure. Les derniers prendront en cours de route. On va du coup pouvoir commencer un petit peu le meet-up. Donc, sujet du jour, je suis full stack JS. Oui, mais concrètement, tu fais quoi? Donc, on va essayer d'aborder plusieurs points autour de cette terminologie de full stack et ramener un petit peu plus précisément sur le full stack JS. Et je vais surtout commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Damien Tivelet, je suis lead dev à Calliope. Donc, lead dev, c'est un bien grand mot en fait. Voilà, je suis expert technique en JavaScript. Et du coup, voilà, l'expérience fait que maintenant, je peux encadrer un petit peu certains projets et encadrer des équipes de dev sur les technologies que je connais bien. Et pour le coup, JavaScript, donc je suis ce qu'on appelle à l'heure actuelle un full stack JS. Donc au cours de ce meet-up, on va voir plusieurs points. On va essayer d'expliquer un petit peu plus en détail ce qui se cache derrière full stack au travers de différentes questions, puisque on a un bestiaire des offres d'emploi à l'heure actuelle où on voit cette terminologie qui arrive très 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 souvent. Et du coup, on a l'impression d'avoir un peu une chimère en face de nous quand on parle de full stack et notamment de full stack JS au travers de tout ce qu'on peut trouver. Donc derrière ce buzzword se cache beaucoup de choses. Donc on va essayer d'expliquer déjà ce qui est réellement un full stack, ce que ça voudrait dire si on le prenait directement en traduction. On va ensuite pousser un petit peu plus sur l'univers JavaScript et voir comment cette terminologie s'adapte au JavaScript. Pour ensuite ramener un tout petit peu plus sur ce qu'est un full stack JS dans une entreprise. Voilà, puisqu'il y a la théorie et la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait réellement? Qu'est-ce que les entreprises attendent d'un full stack? Et qu'est-ce que nous, à Calliope, par exemple, on attend d'un full stack? Après, voilà, quand on parle de buzzword, il y avait full stack, mais il y a aussi un autre mot qu'on entend très très souvent, c'est la scalabilité. Alors là, c'est une francisation d'un terme anglais. Donc voilà, on va essayer de s'expliquer un petit peu ces deux terminologies et comment est-ce qu'elles fonctionnent ensemble. On va poursuivre un petit peu plus ensuite sur quelles sont les compétences et les qualités attendues chez quelqu'un qui est appelé full stack JS. Voilà, histoire que ce soit un tout petit peu plus concret pour vous. Et on terminera du coup sur les avantages et les dangers d'une équipe en full stack JS pour que vous compreniez bien un petit peu que c'est pas juste la solution miracle est quelque chose de magique. Je vois que dans le fil de messages, on parle de DevOps et de SecDevOps. Le full stack n'est pas forcément un DevOps. Voilà, on est vraiment sur deux métiers séparés. Et pendant les questions, on essaiera peut-être justement de faire ce petit parallèle si ça vous intéresse. Donc en premier lieu, du coup, le buzzword, puisque voilà, vous le voyez un petit peu partout, il suffit de faire quelques recherches. À titre d'information, sur une recherche de cette semaine sur Google, quand vous tapez full stack, vous avez plus de 404 millions de résultats. Et encore, ils ont fini par arrondir parce que je crois qu'au bout d'un moment, ils arrêtent l'algorithme. Sur Bing, c'est un petit peu plus léger, mais on était déjà à 43 millions, ce qui fait déjà beaucoup. Donc voilà, c'est énormément de résultats derrière, avec des recherches associées qui peuvent varier. On va retrouver du coup, tout de suite, dès qu'on parle d'un métier, on va retrouver les fiches de salaire. On va essayer de savoir au travers de ces recherches ce qu'est un développeur full stack. Les gens cherchent des formations de développeurs full stack. On retrouve dans le top des recherches associées le full stack JS. Ça tombe bien, on est dans le sujet. On retrouve du coup aussi la tentative d'explication de ce qu'est un full stack au travers de sa fiche métier ou au travers simplement d'une question toute bête, full stack c'est quoi? Voilà, ça fait partie des recherches les plus tapées avec la terminologie full stack. Donc on voit bien quand même que ça intéresse, que ça intrigue et que les gens ne savent pas trop quoi en faire quand même. Là encore, à titre informatif, si vous allez sur les deux principaux sites d'offres d'emploi qui fonctionnent à l'heure actuelle, je m'excuse s'il y a des gens qui travaillent à Pôle emploi, mais bon voilà, il y a un petit pourcentage quand même en faveur de LinkedIn et de Indeed alors dans le panel des moteurs. Donc on voit que là aussi c'est varié, on va retrouver un petit peu de tout, on va retrouver des développeurs ou développeuses full stack, on va retrouver des software engineers, on va retrouver des full stack marketeurs.
On va retrouver beaucoup de choses. On va retrouver la terminologie associée à des langages. Alors parfois des combinaisons de langages comme JavaScript, GraphQL ou simplement à quelque chose de plus large comme développeur web full stack ou lead dev full stack ou du full stack lié à un seul langage, full stack Python, full stack React. On en retrouve aussi des full stack growth hackers. Alors là aussi, vous m'excuserez pour la terminologie anglaise, pour l'accent. Mais voilà, on a tout un panel qui se met en place au travers de ce mot. Il est usité parfois à tort et à travers dans les offres d'emploi. Donc, on va juste essayer de l'éclaircir un petit peu plus. Du coup, qu'est-ce que signifie en tout premier lieu full stack? Donc full stack, c'est de l'anglais, hein, voilà, c'est assez vite. Il est parfois attaché, parfois détaché, mais quand on le détache, full pour complet, stack pour pile. Donc quand on le traduit un petit peu mieux, la pile complète. Donc en gros, c'est dans notre terminologie à nous de développement, c'est quelqu'un qui va pouvoir agir de la conception au niveau du système, et de la logique. Jusqu'aux applications et notamment aux IHM, donc aux interfaces homme-machine. Donc voilà, pouvoir mettre en place les écrans que vous pouvez voir, ce qu'on appelle l'UI et l'UX assez régulièrement maintenant, même si voilà, quand on parle d'IHM, il y a des notions qui sont en moins par rapport à l'UI et à l'UX. Du coup, ça veut dire plusieurs couches derrière tout ça. Ça veut dire la couche logique système. Du coup, qui vont reprendre aussi les langages, la mise en réseau, au niveau des serveurs et d'hébergement. Donc voilà, ça part de très loin. C'est pas juste du développement. Ça va prendre aussi les modèles de données et la logique applicative. Donc base de données et conception logicielle, analyse. Ça va reprendre les systèmes de bus de transport. Donc voilà, tout ce qui est requête HTTP, API REST, WebSocket. Voilà, toutes ces possibilités d'échange de données. Ça va prendre en compte la visualisation des interfaces utilisateurs, donc ce qu'on appelle les GUI, pour les interfaces graphiques. L'expérience utilisateur et les fonctionnalités, donc là on retombe dans l'UX. Et les différents impératifs logiciels et la gestion de projet qui vont permettre de cadrer un petit peu tout ça. Je vois que je suis pas le seul à avoir un certain sourire en coin quand on parle de full stack, mais potentiellement si on prenait juste full stack, oui, quelqu'un qui fait du full stack devrait prendre en compte aussi Photoshop, devrait prendre du machine learning, du big data. C'est effectivement, si on prend le terme dans son sens premier, on devrait pouvoir tout couvrir. Donc voilà, vous vous rendez bien compte que si on fait ça dans tous les métiers de la chaîne de conseil et de production, ça va être long et en plus on vous demande d'être compétent dans tout ça, ce qui est encore plus complexe. Savoir faire plein de choses, c'est bien. Savoir bien le faire, c'est encore autre chose. Donc du coup, on va avoir tout ce petit panel là et on va avoir, c'est une notion qui a toujours existé si on y réfléchit bien, mais sous d'autres noms. Quand on parle par exemple d'homme ou de femme à tout faire, c'est quelqu'un qu'on va placer, à qui on va confier plein de missions et puis voilà, débrouille-toi un petit peu avec. On a une autre notion qui peut se cacher derrière, c'est ce qu'on appelle compétences transverses dans une entreprise. Voilà, c'est assez apprécié, vous l'avez souvent vu. Où il y a une expression que j'ai entendue très souvent au cours de ma carrière, qui était il faudrait sortir de ta zone de confort. C'est important pour ta carrière. Voilà, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent, très souvent. Mais voilà, tout ça est lié finalement à ce qu'on attend d'un full stack à l'heure actuelle. Mais on se rend bien compte que si on applique cette notion au métier du développement, c'est purement impossible. Voilà, moi je vous le dis clairement, c'est impossible de savoir faire tout ça, et c'est encore plus impossible de savoir bien le faire et d'être ultra compétent. Si quelqu'un savait faire tout ça, autant vous dire qu'il faut qu'il postule tout de suite, on va l'embaucher directement. Mais que voilà, ce serait un profil qui serait tellement rare il faudrait peut-être toute votre carrière pour le trouver. Et en plus, le jour où il vous demande, où il va négocier votre salaire, je pense qu'il faut faire partie des GAFA pour pouvoir le payer, parce qu'il va vous demander déjà 80 000 € de prime à l'embauche. Et j'ose même pas imaginer le prix horaire.
Donc voilà, on va partir du principe que être full stack dans son sens premier, c'est impossible. Du coup, si on l'utilise, c'est quand même qu'il se cache quelque chose derrière. Et ce petit quelque chose, c'est qu'en fait, il est décliné maintenant par sous-ensemble. Voilà, quand on commence à parler de full stack, déjà, il va falloir lui donner une notion avec. C'est pas juste je suis développeur full stack, c'est je suis développeur full stack avec des déclinaisons. Par exemple, je suis développeur full stack JS ou je suis développeur full stack Symfony React. Voilà, je vais mettre des combinaisons comme ça qui vont me permettre de pousser un petit peu plus la donne. Ou à la limite, même si vous mettez qu'un seul langage, je suis développeur full stack React. Ça veut dire que vous allez traiter aussi bien l'interface graphique que la logique métier qui se cache derrière. Donc, vous trouverez plein d'articles. On a transféré encore en début d'après-midi qui parlent justement du front for the front-end et du back for the front-end. Voilà, où maintenant, on va distinguer ces deux métiers même dans le front-end. Et voilà, là, on pourra parler de quelqu'un qui est full stack. Ce contexte, il est à placer aussi autrement. Il est à placer dans son environnement de travail. C'est un attribut qui va vous suivre, mais qui va pas vraiment dépendre de vos compétences. Ça va dépendre de vos compétences dans un environnement de travail. Là, du coup, je vous mettais, voilà, je vous le remets en gros, à sortir de la zone de confort. Vous l'entendrez très très souvent. Donc voilà, nous on va l'associer à différentes notions. Prenons par exemple deux postes. À l'heure actuelle, vous êtes dans une entreprise, vous correspondez au poste A. L'entreprise a une stack qui fait du Meteor et du React. Vous, dans vos compétences actuelles, vous maîtrisez Node, Meteor et React. On peut dire que vous êtes full stack pour cette entreprise et pour ce type de poste. À l'inverse, par contre, vous souhaitez changer d'entreprise parce que vous vous sentez mal dans votre entreprise ou vous avez envie d'autres perspectives. La stack de l'entreprise, c'est du Meteor et Vue.js. Pardon, il y a une petite coquille. Meteor Vue.js. Du coup, vous ne correspondez plus au profil puisque vous continuez de maîtriser à l'heure actuelle Node, Meteor et React. Donc, pour cette entreprise-là, on ne pourra pas dire que vous êtes full stack parce que quand vous allez arriver, vous ne pourrez pas maîtriser tous les axes de votre projet. Donc voilà un petit peu comment on va aborder nous le côté full stack dans la suite de ce meetup. Comment ça se transmet du coup dans l'univers JavaScript? Donc pour un petit rappel, JavaScript existe depuis plus de 20 ans. Voilà, ça a été créé en 10 jours en mai 95 et sa sortie officielle date de décembre 1995. Donc depuis, ça a vécu. À sa sortie, c'était uniquement dédié aux clients web, donc interprété dans des moteurs, principalement embarqués dans les navigateurs. Mais à l'heure actuelle, ça va beaucoup plus loin puisque c'est aussi interprété sur un serveur web avec Node.js, entre autres, pour vous permettre d'interpréter tout ça. Donc voilà un petit visuel du panel. On est parti de 2009 où on avait seulement JavaScript à 2021 où vous allez retrouver du Babel, du NPM, du Meteor, du Node.js, du React, du Vue, du Angular, du Svelte, bref, même du TypeScript si on veut pousser encore un petit peu plus loin, de l'Electron. Voilà, il y a tout un panel encore qui n'est pas exhaustif ici. Il existe tellement d'outils et honnêtement, il sort plus de framework JavaScript à la journée que de bébés, je suis sûr. Donc voilà, ça va très très loin à l'heure actuelle. Donc dans l'univers, qu'est-ce que c'est? Dans l'univers JavaScript, qu'est-ce que c'est? On a des tendances. Full Stack JS, c'est comme on l'a vu, c'est l'une des expressions les plus populaires sur les moteurs de recherche. Et derrière tout ça, on a une petite idéologie qui dit que tous les logiciels d'une application web, à la fois côté client et côté serveur, vont être écrits en utilisant uniquement JavaScript. Donc en gros, quelqu'un qui se dit full stack JS, c'est une personne qui va pouvoir développer des logiciels clients et serveurs pour le coup, et doit donc pour ça toucher à plusieurs outils, que ce soit des outils, des notions, des concepts. Voilà, il va exister beaucoup de petites choses j'ai essayé de vous lister un petit peu là. Donc là encore, comme on se disait, ça va très 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 loin. Mais on va déjà avoir côté back-end des outils comme Node.js, Express.js, les API REST, manipuler du SQL, puisque si vous êtes full stack, faire un back-end sans savoir manipuler vos données, c'est quand même un petit peu compliqué. Et qui dit manipuler ces données, dit pouvoir le faire en SQL ou en NoSQL. Donc on va avoir du SQL, du MongoDB, on va avoir même du GraphQL, on va avoir des outils décentralisés comme Firebase ou Cuzzel. On va avoir
des préprocesseurs de style comme SAS, LESS, Stylus, plein d'autres. On va avoir du coup les platforms as a service aussi ou les functions as a service, voilà, qui sont totalement dans le cloud. On va devoir maîtriser aussi du server-side rendering pour pouvoir interpréter votre JavaScript côté serveur et rendre quelque chose de plus complet. C'est quelque chose qui est utilisé notamment en SEO, donc pour le référencement, entre autres. Là aussi, ça a beaucoup d'usage. Mais voilà, c'est déjà tout un panel back-end. Côté front-end, et je vais même décliner le front-end, je vais parler de front-end web dans un premier temps. On a forcément le HTML, puisque tout va reposer là-dessus, donc avec le DOM. On va avoir donc le CSS, on va avoir Bootstrap. Donc en CSS, on va avoir des frameworks UI du type Bootstrap, JavaScript pur, du coup, les différentes déclinaisons de JavaScript. Donc JavaScript s'appuie sur une norme qui s'appelle ECMAScript, voilà, qui est dans sa version 5 à l'heure actuelle, entièrement validée, même s'il en existe des plus récentes. Mais voilà, celle qui est la plus usitée, c'est ES5. Du coup, la navigation dans le DOM, les fichiers d'échange par le biais du JSON ou du XML, des librairies ou des frameworks comme jQuery, Angular, React, Vue, Backbone, Ember, des gestions d'état comme Redux, ou même de la documentation comme Storybook, des outils comme Meteor, Grunt, Gulp, Webpack, qui vont vous permettre de compiler vos applications, ou même à l'heure actuelle les service workers qui vont donner un petit peu plus de potentiel à votre navigateur en permettant d'avoir des modes déconnectés, des notifications push, voilà, des systèmes de localisation, tous ces petits outils-là. Le HTTP, bien sûr, pour les protocoles de communication, HTTP, HTTP2 et autres. Mais voilà, on va aussi avoir ce qu'on appelle le cross-platform mobile, puisqu'à l'heure actuelle, JavaScript va aussi vous permettre de faire du mobile. Voilà, donc pas du mobile natif, mais du mobile cross-platform, de ce qu'on appelle de l'hybride. Donc du coup, pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a les Progressive Web App, il y a React Native, il y a Ionic, Cordova, NativeScript. Voilà, vous avez plein de frameworks qui vont vous aider à ça ou de concepts. Mais voilà, être un full stack JS, ça veut aussi dire maîtriser un petit peu tout ce qui entoure cet écosystème. Non, Flutter n'est pas fait en JavaScript. Pour le coup, on parle de full stack JS et Flutter que j'aime beaucoup, voilà, qu'on essaie de défendre nous, mais en Flutter, vous allez faire du cross-platform, mais qui n'est pas en JavaScript. Donc voilà, on va aussi parler de notions de qualité de code, avec voilà, des linters, avec des choses qui vont rendre votre code un petit peu plus joli, comme Prettier, des tests unitaires avec Jest, Mocha, Chai, voilà, toutes ces petites choses-là. On va parler aussi même que j'ai pas remis ici, mais de sécurité, puisque qui dit JavaScript, et notamment côté serveur avec des échanges, dit échange de données, donc authentification, sécurité HTTPS, enfin voilà, tout un panel d'outils, mais aussi des choses connexes comme le référencement, enfin le SEO plus précisément, comme les notions d'accessibilité sur le web qu'il faut pas négliger, comme tout ce qui est tracking, analytics, toutes ces choses-là. Voilà, c'est toute moi j'appelle ça une chimère, puisqu'à l'heure actuelle, voilà, il y a tellement d'outils que même parler de full stack JS, ça voudrait tout et rien dire. Donc voilà, au lieu de parler vraiment de full stack JS et de dire qu'on va maîtriser tout ça, on va commencer à inclure une notion qu'on appelle la seniorité. Voilà, puisque plus on va gagner en expérience, plus on va avoir évolué sur des projets, plus on va avoir vu de technologie, et plus on va avoir d'entraînement là-dedans, plus on va pouvoir agir sur différents axes du projet. Voilà, si on y réfléchit bien, faire des requêtes SQL complexes, plus réfléchir à des solutions de ce qu'on appelle de fragmentation horizontale, donc voilà, de répartition un petit peu, faire de l'algèbre relationnelle même, voilà, désolé pour les personnes qui n'aiment pas les mathématiques, mais ça arrive aussi sur certains projets, je vous rassure, pas sur tous. Voilà, faut pratiquer tous les jours parce que c'est pas comme le vélo, quand on pratique pas et qu'on s'y remet, ça pique très fort. Je pourrais vous en parler des heures, ça m'est arrivé des fois de laisser tomber des trucs et de devoir revenir sur de la TMA, donc de la tierce maintenance applicative, donc revenir sur quelque chose d'existant pour l'améliorer et réparer quelques bugs. Voilà, quand c'est sur des technos qu'on ne fait plus depuis un moment, ça peut parfois piquer. Mais même voilà, si on se base sur de l'interface utilisateur,
faire du flexbox, voilà, il y a plusieurs règles qui vont vous permettre de faire ça. Et on les a pas forcément toutes en mémoire quand on pratique pas régulièrement. Donc voilà, ça reste même pour de l'intégration, c'est le même combat. Hein. C'est voilà, il y a rien d'acquis dans ce métier, donc c'est de la pratique et beaucoup d'entraînement. Et voilà, quand on sait que nos journées durent que 24 heures, on se dit qu'on peut pas maintenir ce niveau d'expertise sur tous les sujets. Donc en gros, comment est-ce qu'on va traduire ce full stack JS en entreprise et comment est-ce que nous on va l'appliquer un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Du coup, on va parler un petit peu de ce que moi je ressens un petit peu là-dedans et on va entrer un petit peu plus en détail dans mon parcours en fait pour voir essayer de vous donner une démonstration de ce que c'est. Donc pour moi, être full stack JS, c'est une posture à avoir plus que des compétences. Mais quand je parle de posture, on verra aussi, je vous l'expliciterai un petit peu plus loin, mais je parle aussi d'imposture. Pour moi, quand on dit qu'on est full stack JS, on a un petit côté imposteur sur le projet. Mais voilà, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail. Donc voilà, si on l'appliquait stricto sensus, on a dit que ce serait un petit peu impossible. Donc pour nous, ça va déjà être une envie. Voilà, être un full stack JS, c'est une envie, c'est aimer un petit peu toucher à différents aspects d'un projet et pas juste se contenter de faire ce qu'on sait faire. On peut le savoir le faire très bien, mais voilà, c'est une curiosité latente en permanence. Donc voilà, au niveau parcours, hein, moi ce qui m'a emmené à être full stack JS et ce qui fait que maintenant je suis reconnu comme étant full stack JS apparemment, c'est que j'ai commencé il y a 20 ans. Donc ouais, je sais, désolé, ça a un double effet qui se coule, hein, ça en impose un petit peu sur le parcours, mais je prends un coup de vue à chaque fois que je le dis. J'ai commencé en fait en informatique de gestion, en IUT informatique de gestion, donc c'est assez simple à l'époque, hein, on nous faisait faire du C, du C++, de l'assembleur, du Java. Tous ces petits logiciels, tous ces petits langages un peu austères qui permettent beaucoup de choses, mais qui sont très figés, qui doivent être compilés, qui doivent être un petit peu compilés et voilà, qui étaient un petit peu moins sexy. Donc on nous apprenait en plus à développer pour des OS spécifiques, donc des systèmes d'exploitation spécifiques, avec des interfaces graphiques dignes du Moyen Âge. Hein. C'était figé dans des standards. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous de Windows 95, de Windows 98 pour les plus anciens. Et ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir sur Internet pour voir à quoi ça ressemblait. À l'époque, tous les logiciels ressemblaient à ça. C'était moche, c'était gris, il y avait des bordures immondes. Voilà, on nous apprenait à coder là-dedans. Et l'assembleur, voilà, c'est encore plus ancien. Voilà. Bon, on repart dans du vieux monde ou du COBOL pour les plus anciens. Ça, j'y ai pas trop touché. Heureusement, je suis passé à côté de ça. Mais voilà, ce sont des vieux langages de programmation qui avaient beaucoup de potentiel, mais qui maintenant ont été remplacés par quelque chose de plus agréable pour le développeur. Mais pour la culture G, c'est cool. Donc voilà, j'aurais pu jouer dans la facilité. Enfin, moi, j'ose dire la facilité, mais voilà, c'est un peu péjoratif pour les gens qui continuent de faire la même chose parce que voilà, il y a quand même beaucoup à faire dans ce métier-là. Donc, je m'excuse, je voulais pas vexer, mais quand je parle de facilité, c'est rester dans mon confort justement et poursuivre là-dedans. À l'heure actuelle, j'aurais poursuivi dans le Java, j'aurais encore énormément de boulot. Voilà, si vous regardez les offres d'emploi, c'est beaucoup demandé, les salaires sont tout à fait corrects. Et donc voilà, l'employabilité est top. J'aurais encore beaucoup d'avenir devant moi. Mais je fais partie de ces profils qui s'ennuient et puis qui s'ennuient très vite en plus. Hein. C'est pas juste, c'est pas juste une petite lassitude. C'est que quand je fais la même chose à répétition, je perds toute passion. Du coup, j'ai besoin de chercher moi un petit peu ce qui se cache un petit peu derrière derrière ce que j'utilise. Donc quand je parle de chercher ce qui se cache, hein, voilà, il y a des gens qui sont encore plus fous que moi là-dedans, qui vont aller jusqu'à un niveau atomique, qui vont entrer dans chaque fonction pour voir quelles sont chaque condition de chaque fonction. Je suis pas atteint à ce niveau-là, mais par contre conceptuellement, j'ai besoin de savoir comment ça marche. Du coup, ça m'a emmené à plein de petites choses, puisque même quand vous êtes, prendre un truc tout bête, mais même quand vous êtes un expert React, React a tout un moteur derrière qui va interagir avec le DOM, qui va avoir un serveur, qui va il y a tout un robot qui parcourt et tout ça vous emmène plus loin que de faire du template JSX et de faire un petit peu de logique métier en JavaScript.
Donc voilà, je fais aussi partie de ces gens qui, même si j'agis sur différents trucs, je débute un projet, je suis tout excité. Voilà, je suis une pile électrique. Je pourrais faire des journées de 40 heures si ça existait. C'est un truc de dingue. Mais amenez-moi à la moitié du projet, là où il n'y a plus de réflexion à avoir et là où il n'y a plus qu'à appliquer bêtement tout ce qu'on avait pensé. Je vais le faire parce qu'il faut terminer un projet et en plus terminer un projet permet de passer au suivant. Mais voilà, il y a plus la même passion qui va se cacher derrière. Donc moi, voilà, on est dans un monde à l'heure actuelle qui me va très bien, puisque quand même le marché de l'emploi à l'heure actuelle a toute une démarche, une demande intellectuelle aux gens pour lequel on vous demande justement de faire plus que ce pour quoi on vous embauche. Même si on vous cantonne parfois à certaines étiquettes, voilà, on vous demandera d'aller voir un petit peu plus loin. Ne serait-ce qu'avec la gestion de projet agile. D'ailleurs, la terminologie full stack est apparue un petit peu en même temps. Mais voilà, la terminologie agile, un petit peu, c'est ça en fait. On va écrire une user story, et cette user story, elle est fonctionnelle. Tout ce qui se cache derrière, l'écriture s'en moque. Vous pouvez utiliser la techno que vous voulez, vous pouvez utiliser les concepts que vous voulez, l'architecture que vous voulez. L'US, la user story, on n'a strictement rien à faire. Et du coup, quand on vous la confie, on vous dit juste qu'il faut la réaliser. Alors potentiellement, vous serez tout seul ou vous serez en équipe pour la réaliser, mais il va falloir la réaliser. Donc moi, j'aime bien pouvoir prendre une US, voire même encore plus loin, ce qu'on appelle une EPIC, c'est-à-dire une association d'US, donc toute une macro-fonctionnalité d'une application, et la mener de bout en bout, l'amener à ce qu'on appelle l'état donne. Voilà, on l'a complété, on a rempli tous les objectifs de cette user story, et on peut potentiellement vous la livrer. Et même certains états d'onne vont plus loin que ça, puisque ça va jusqu'au déploiement en production, ne serait-ce que des applis mobiles. On va potentiellement vous demander de la livrer sur les stores. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Et dans ces cas-là, ça peut même inclure, pour revenir aux commentaires de tout à l'heure, à des notions de DevOps, puisqu'il va falloir maîtriser de l'infra, il va falloir maîtriser de l'intégration continue, de la livraison continue, et voilà, ça va inclure plusieurs notions. Voilà, la fameuse CI/CD dont vous pouvez entendre parler très très régulièrement à l'heure actuelle. Donc voilà, on est bien d'accord que tout ça, on est sur un état d'esprit, voilà, et non sur de la compétence, et un état d'esprit qui va accepter aussi que tout votre univers soit remis en question. C'est-à-dire que vous avez peut-être passé des semaines entières à vous former à une techno pour un projet. Vous allez faire votre projet et le projet suivant, on vous demande juste de passer sur une autre techno que vous connaissez pas. Moi, c'est ce que j'aime. Et c'est ce qui m'a toujours fait aimer ce métier de développeur tout au fil de ma carrière et continue à me passionner, c'est que je vois un monde sans fin et un monde où j'ai tout le temps un truc nouveau à voir, un truc nouveau à imaginer. Donc voilà, j'aime ce moment où mon seul point de repère, c'est justement ma fameuse seniorité, mon passif, mon expérience qui va parler pour moi et qui fait que du coup je peux me renouveler à chaque fois et me rebâtir un petit peu à nouveau. Mais voilà, je vous parlais d'imposture, on y vient parce que cet état d'esprit, il a un prix et il a un coût qui est pas des moindres, que j'appelle l'expertise. Puisqu'on en parlait, on peut pas être capable de tout faire. C'est impossible. Et qui dit toucher à tout dit que vous avez beau passer des heures à faire de la veille, faire beaucoup de formations pour vous tenir à jour, plus vous allez cumuler les outils et moins vous aurez le temps de le faire, parce que voilà, vous avez aussi une vie, que vous avez aussi d'autres envies dans la vie, et du coup, puisque vous allez devoir lâcher la bride sur certaines choses, potentiellement vous avez quelqu'un qui lui s'est spécialisé là-dedans et va arriver et va être beaucoup plus opérationnel que vous, va être plus rapide, va être plus performant, va avoir des réponses qui vont être plus justes que les vôtres. Et ça, c'est le coût. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quelqu'un de full stack JS, il peut faire un projet tout seul, mais ce sera peut-être pas le meilleur projet au monde. Donc voilà, c'est en cela qu'être full stack, c'est une imposture par rapport à la définition du terme, puisqu'on vous demande de base être full stack, ce serait être compétent partout. Mais pour moi et
pour du coup les gens avec qui j'en ai parlé avant ce meet-up, on est assez d'accord pour dire qu'en fait full stack c'est une vision à 360 degrés. Là aussi c'est un truc que j'ai entendu souvent, hein, que j'aime pas forcément, mais pourtant ça parle très bien. Mais c'est en gros être capable de donner des opinions et de trancher sur des décisions, surtout sur toute la chaîne de développement, sans agir directement sur des composants atomiques, ou ne serait-ce qu'agir de manière efficace. Donc voilà, hein, quand vous êtes full stack JS, on va vous demander pourtant des décisions qui sont impactantes sur un projet, hein, comme le choix d'un framework ou d'une librairie, comme un design d'architecture. Voilà, c'est toujours une question qu'on se pose en amont, hein. Donc oui, je voyais tout à l'heure concepteur architecte. Finalement, plus vous allez tendre vers full stack JS et plus vous allez gagner en expérience full stack JS, plus vous allez vous rapprocher de ce profil d'architecte logiciel. C'est un nouveau nom qu'on donne un petit peu, hein. Mais voilà, le full stack JS n'est pas directement un architecte. C'est avant tout quelqu'un qui est curieux et qui va agir sur différents pans du projet. Et après, c'est son expérience en tant que full stack JS qui va lui permettre de passer en tant qu'architecte. Mais voilà, c'est aussi mettre en place des conventions sur un projet, des bonnes pratiques. C'est une prise en charge de fonctionnalités dans son intégralité. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Mais voilà, faut se rappeler que pour mener à bien ce projet, il va falloir que vous soyez pas seul. Si vous êtes tout seul, c'est bien. Mais comme je vous disais, votre projet, vous allez pouvoir le livrer. Mais si en face vous avez une équipe complète de 20 personnes avec que des experts, je vous fais le pari que leur application sera mieux que la vôtre. Voilà. Donc être full stack JS, c'est peut-être tout ça, mais être full stack JS, c'est pas être tout seul dans son coin. Ça s'appelle juste être indépendant. Être full stack JS, c'est faire partie d'une équipe sur laquelle on peut s'appuyer. Et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, j'estime que vous n'auriez pas la qualité professionnelle qu'on va attendre d'un projet quand on fait appel à une entreprise. Je vois une question intéressante, hein, et du coup on va y venir. Non, pour moi le full stack junior n'existe pas, et le full stack alternant ou le full stack en stagiaire encore moins. Et là je me fâcherais même presque par rapport à certaines offres d'emploi que je vois à l'heure actuelle. Mais voilà, pour ces mêmes raisons, hein, c'est que ça a beau être un état d'esprit, pour que quelqu'un puisse intervenir partout, c'est qu'il n'est pas junior. Un junior, il va avoir besoin d'être accompagné et d'être fortement accompagné. Et du coup, ça nous emmène un petit peu à la vision au sein de Calliope, hein. Je fais un petit peu de promo en même temps, tant qu'on y est. Ça fait aussi partie du jeu. Au sein de Calliope, justement, c'est ça. Et full stack, c'est avant tout un choix personnel. Et ça devrait l'être dans toutes les entreprises. Moi, c'est aussi ce qui m'a fait un petit peu choisir cette entreprise, hein. C'est qu'on vous laisse le choix. On vous laisse le choix d'être full stack ou non. On vous laisse le choix d'être curieux ou non. Et vous pouvez être très bien à ne faire qu'une seule chose. C'est pas une obligation de vouloir intervenir partout. Il y a des gens qui ont passé des années à apprendre quelque chose et qui n'ont plus envie d'en bouger parce qu'ils sont confortables là-dedans et qu'ils aiment le confort de leur vie. C'est un choix personnel et c'est un choix qui doit se respecter, à mon sens, dans n'importe quelle entreprise. Mais par contre, voilà, la personne curieuse doit avoir ce potentiel de passer full stack dans son entreprise avec l'accompagnement nécessaire. Voilà, forcément, ça nécessite, hein, comme je vous le mets là, assez d'expérience et de compétences pour intervenir sur plusieurs parties du projet, puisqu'on va vous laisser quand même en autonomie sur plein de choses. Et nous, ça répond un peu plus à la question, hein. Au sein de Calliope, vous verrez jamais cette juxtaposition de junior et full stack. On va dire que vous êtes un dev junior, on va vous faire du full stack, puisqu'on va vous emmener sur les différentes parties du projet, mais vous allez être accompagné. Et en ça, tant que vous êtes accompagné, on peut pas dire que vous êtes full stack. Vous deviendrez full stack quand vous aurez un peu plus d'autonomie et que du coup, vous aurez juste besoin des experts pour des cas précis ou des architectes pour des cas précis, mais que vous serez capable, avec un petit peu d'autonomie, d'intervenir à droite à gauche. Et voilà, pour petit rappel, hein, on recrute, que vous soyez full stack ou non, on recrute. Et que vous soyez junior ou non, voilà, n'hésitez pas à postuler, ce sera avec un plaisir qu'on vous recevra. Et du coup, voilà, maintenant cette petite phase-là étant faite, on va poursuivre un petit peu plus sur la terminologie et vous allez souvent entendre parler de scalabilité en entreprise. Scalabilité, c'est un grand mot, hein. En français, on va vous parler d'évolutivité, même s'il y a une notion
dans le côté scalable qui est un petit peu en plus, qui est l'innovation. Voilà, c'est l'évolutivité et l'innovation. C'est un concept un peu à cheval entre les deux, et qui va permettre, de pousser un petit peu votre profil et votre entreprise à certaines performances. Donc en gros, qu'est-ce que c'est derrière ça? C'est un vrai sujet, hein, dans les entreprises. C'est toujours très agréable en fait de pouvoir travailler avec dans ce type d'environnement. C'est pouvoir faire évoluer un petit peu votre projet et lui apporter des nouvelles choses au travers de tous ces aspects. Mais qui dit faire ça dit qu'aussi on va avoir un petit moment où on pourra pas tout faire. C'est pour tout projet, hein, enfin sauf si votre client a juste un budget illimité et que il vous laisse un chèque et qu'à la fin du projet vous mettez le montant que vous voulez dessus, et qu'en plus il vous dit vous pouvez me livrer dans 3 générations, ça me dérange pas. Sinon voilà, la scalabilité complète n'existera jamais. Donc vous allez avoir des cloisonnements. Voilà, des petits cloisonnements pour arriver à cette notion de done qu'il va falloir définir énormément. Donc le done, hein, pour fait finaliser en anglais, c'est être capable de dire que vous avez rempli tout un périmètre. Par exemple, voilà, ça va expliquer potentiellement que dans votre user story que vous devez mettre en place certaines règles de gestion, mais que côté interface potentiellement vous allez vous appuyer sur du Bootstrap parce que l'interface graphique n'a pas être quelque chose de très sorcier. Ça doit rentrer dans des standards, donc vous allez vous appuyer sur un EUKit et que ce sera suffisant pour le moment. Donc voilà, c'est une notion tout le temps qui doit être très claire. C'est quelque chose qui est pas évident à mettre en place. En général, il y a toute une équipe qui se réunit pour vraiment fixer la terminologie du done sur un projet. Et d'un projet à l'autre, en plus, cette notion va varier. Ça va dépendre des intervenants en face, ça va dépendre de l'équipe projet, des outils, des contraintes techniques, de l'exigence du client. Voilà, c'est toujours une notion qui se rebâtit sur chaque projet. Et pour en arriver à là, du coup, je vous disais, on va avoir des cloisonnements. Donc, on va parler de souvent celle qui revient le plus souvent, c'est le dev et le build and run. Donc, en gros, quelles sont les personnes qui vont intervenir au tout début du projet, qui vont monter toute la stack technique, qui vont mettre en place les fonctionnalités, qui vont livrer. Et derrière, du coup, celles qui vont faire. Et derrière, celles qui vont construire et qui vont livrer, et qui vont du coup déployer et permettre que ça tourne sur les environnements. Et encore là, je vous épargne même le MCO à la fin, qui va devoir maîtriser toute la maintenance et les retours. Donc voilà, c'est en général un premier cloisonnement qui se fait dans les équipes. Vous allez comme ça avoir les différents axes, une première équipe qui va mettre en place les premières choses et une autre équipe qui prendra le relais quand ce sera un peu plus avancé. Par exemple, hein, vous allez avoir, pour être un petit peu plus clair pour vous, une équipe qui va s'occuper du back office potentiellement, une autre qui va s'occuper de l'API. Donc là, ça c'est ce qu'on va appeler du cloisonnement par tiers. Une autre qui va s'occuper de l'application mobile, et même au sein de ça, potentiellement, vous allez avoir une équipe qui va s'occuper de l'application mobile pour iOS et une autre qui va s'occuper de l'application mobile pour Android. Voilà, qui sont de base, quand vous faites du natif, des langages différents, des contraintes différentes, des déploiements différents. Donc souvent, c'est même pas la même équipe qui va s'en occuper. Donc voilà, on va avoir ces différents cloisonnements. Maintenant, avec l'agile, avec le full stack, avec tout ça, vous avez qu'est-ce que le back-office? Le back-office, c'est votre interface, l'interface dans laquelle vous allez pouvoir manipuler les données. Je sais pas, je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà utilisé du WordPress ou autre. Voilà, vous avez les données que tout le monde voit et vous avez un espace dans lequel vous vous connectez et dans lequel vous gérez des choses de votre site. Le back-office, il est là. Le back-office, c'est une interface graphique qui est réservée à certaines personnes et qui va vous permettre de manipuler les données de votre base de données sans aller directement dans la base. Donc voilà, avec l'agilité, le dashboard, c'est l'interface graphique, mais le dashboard, vraiment, ce qu'on appelle un dashboard, c'est un tableau de bord. Donc en fait, c'est un récapitulatif qui va vous donner accès à d'autres fonctionnalités, mais c'est tout cet ensemble de fonctionnalités qu'on va appeler un back-office.
Closel en soi n'est pas un back-office. Ça va encore plus loin que ça. Closel, c'est tout un ensemble de fonctionnalités qui va vous donner, qui va vous mettre en place une API, qui va, voilà, les experts Closel vous en parleront bien mieux. Et pour rappel, hein, voilà, que le groupe Closel fait partie aussi du groupe Calliope. C'est un gros projet. C'est même pas un petit projet, c'est un gros projet qui fait de plus en plus parler de lui, qui est un concurrent de Firebase, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et donc voilà, je vous disais, on a des cloisonnements, et au travers de ces cloisonnements, en plus, la notion d'agilité a ramené quelque chose qu'on appelle les tribus transversales. Donc vous allez avoir ça très souvent. C'est en gros des équipes qui vont intervenir partout, qui vont intervenir au travers de toutes les autres. Donc on parlait tout à l'heure de cloisonnement par tiers. C'est peut-être quelqu'un qui justement a des compétences qui vont lui permettre d'intervenir au niveau je sais pas, un sysadmin par exemple, donc pour ceux qui connaissent pas, un administrateur système, qui va devoir mettre en place de l'infrastructure pour l'API, mais aussi pour le back-office et aussi potentiellement pour la livraison des applications mobiles. On va avoir du coup les fameux DevOps, hein, le paradigme DevOps, qui là aussi va intervenir, va faire partie de ces tribus transverses. Et le full stack, à son niveau, peut aussi faire partie de ces tribus transverses. Et voilà, vous entendrez plein de fois où vous avez justement ce qu'on appelle les feature teams. Donc en anglais, hein, les équipes de fonctionnalités, de grosses fonctionnalités, de macro fonctionnalités, qui vont faire intervenir un petit peu ces profils-là. Et du coup, alors, on va parler de cloisonnement horizontal et de cloisonnement vertical. Dans ces cas-là, voilà, des gens qui vont naviguer différemment dans l'écosystème du projet. Pour ça nécessite du coup un certain outillage. Voilà, toute cette scalabilité pour les full stack va nécessiter un outillage, notamment le cloud. Voilà, tout ce qui est plateforme as a service ou des outils comme Stripe pour le paiement en ligne, pour la gestion des paiements et de la facturation, ou encore Zapier ou Typeform ou même Twilio ou Asterisk. Voilà. Enfin, il y a énormément, vous trouverez énormément de services sur le web pour faire tout et n'importe quoi, que ce soit de la gestion de newsletter, de la gestion de SMS, de la gestion de bases de données, de l'authentification. Et ce sont tous ces outils qui vont permettre finalement d'être scalables et de participer à l'écosystème full stack. Alors après, je vous cache pas que tout cet écosystème, hein, il a un coût. Ce sont tous des outils qui sont faits par des éditeurs tierces et qui coûtent des abonnements, qui coûtent de la facturation au coup par coup, mais qui vont permettre à chaque humain de se concentrer vraiment sur son métier et de créer surtout de la valeur ajoutée pour les utilisateurs. Quand je prends des développeurs front-end à l'heure actuelle, des développeurs front-end peuvent faire du back-end, mais par l'intermédiaire du cloud. Même si vous savez pas maîtriser Node.js ou autre, à l'heure actuelle, vous faites du Closel ou de Firebase, vous avez des back-ends qui vous sont délivrés avec des API qui vous sont délivrés, des interfaces graphiques, donc tout un back-office, et vous pouvez comme ça manipuler vos données et créer un site internet ou une application sans avoir jamais créé de back-end. Et pourtant, ça fonctionnera très bien. Du coup, ça nous emmène un petit peu à nos compétences et qualités. Qu'est-ce qui va faire un bon full stack à l'heure actuelle? Les indispensables, déjà, c'est une maîtrise de la programmation orientée objet, donc la PO ou la OOP en anglais. Donc forcément, si on est en JavaScript, par prototypage, vu que quand on parle de programmation orientée objet, il y a toujours un débat entre les langages qui supportent vraiment l'objet et les langages comme JavaScript qui font du prototypage, sachant, pour ceux qui ne savent pas encore, que le prototypage est à l'origine de la programmation orientée objet. C'est juste que derrière, on a mis des petits outils à l'heure actuelle. TypeScript va vous proposer de la programmation orientée objet par classe, mais finalement derrière, il fait que du transcripage en prototypage. Donc voilà. À maîtriser essentiellement du coup ES5 ou ES6, donc la norme ECMAScript qui vous permet de faire du JavaScript à l'heure actuelle et qui vous donne un petit peu plus de potentiel.
Donc voilà, je mettais ES6 ou ES Next. Donc ES Next, c'est la terminologie pour dire les nouvelles versions de CMAScript. Vous allez devoir maîtriser aussi l'HTML DOM, puisque vous allez mettre en place des interfaces et manipuler ces interfaces par le biais du JavaScript. Donc il faut savoir comment ça se passe. Il faut savoir que derrière, vous avez des nœuds, que vous avez des nœuds textuels, que vous avez des nœuds de balises. Comment est-ce qu'on navigue dedans? Comment est-ce qu'on les échange? Comment est-ce qu'on en efface? Comment est-ce qu'on les manipule? Voilà, il y a toutes ces notions-là à maîtriser. C'est même pas seulement à savoir, c'est vraiment à maîtriser. Et être full stack JS, du coup, c'est aussi maîtriser tous les concepts, certains concepts de protocole comme les API REST ou HTTP pour justement intervenir sur les deux aspects et savoir récupérer et manipuler vos données depuis des API ou des web services ou autres. Donc ça, ce sont vraiment les indispensables. Derrière, vous allez avoir par contre un gros ensemble de bonnes connaissances. Alors, vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir, hein, ces bonnes connaissances. Il faut en avoir certaines et au fur et à mesure, c'est votre expérience qui va vous faire cumuler tout ça. Mais vous allez avoir déjà les principaux frameworks et librairies front-end, que ce soit React, Vue, Angular, jQuery, Svelte. Voilà, il y en a pléthore. À vous de faire votre choix en fonction de vos projets ou de vos appétences. Vous allez avoir la même chose en back-end, puisqu'à l'heure actuelle, vous avez Node.js, mais vous avez aussi des frameworks comme Express, vous avez du Meteor. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il va falloir manipuler vos données, que ce soit en SQL ou en NoSQL ou via du GraphQL. Voilà, on a aussi de plus en plus de choix qui s'offrent à vous. Puisque vous allez faire de l'interface, il va falloir maîtriser au moins CSS, mais je vous conseille d'aller vers des préprocesseurs de type LESS, SAS ou Stylus, qui vont vous donner simplement des options en plus. Derrière, ils vont tout transcrire en CSS, puisque votre navigateur ne comprendra que ça. Mais par contre, ça vous donne des options en plus et des facilités de développement. Et aussi de vous orienter rapidement vers le cloud computing, donc les services les services as a service, les functions as a service, les plateformes as a service. Il y a aussi il y a tout un ensemble d'outils qui sont directement dans le cloud à l'heure actuelle et qui vous donnent tout un potentiel. Et enfin des plus, puisque tout ça c'est déjà très bien, mais si vous pouvez le compléter avec des petites notions. Certaines plus essentielles que d'autres, à mon sens, notamment la sécurité. Voilà, à partir du moment où vous intervenez sur des back-ends, la sécurité devient essentielle pour vous. Mais après, si vous êtes un full stack en front, c'est un petit peu plus particulier, mais si vous êtes un full stack React, mettons, la sécurité a moins d'impact, même s'il faut maîtriser certaines choses. En revanche, de ce côté-là, vous aurez besoin du SEO, puisque du coup, le SEO, c'est du référencement et que potentiellement, il faudra peut-être faire du server-side rendering, il faudra savoir compiler un petit ça en amont et proposer du référencement naturel sur vos sites. Donc, savoir quels sont les bons attributs de balises, quelles sont les bonnes balises, quels sont les bons ordonnancements, voilà, toutes ces petites choses-là. Et dans les plus aussi, l'accessibilité. Donc, on me demande en plus ce que c'est. L'accessibilité, c'est rendre votre site accessible à des gens qui ont certaines déficiences corporelles ou cognitives. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une mauvaise vue et qui va avoir besoin du zoom de votre navigateur. Et donc, dans ces cas-là, si vous zoomez avec votre navigateur, vous verrez qu'il y a plein de sites qui deviennent n'importe quoi. Ça devient illisible parce que les choses se chevauchent ou potentiellement ça a été mal fait et la typographie ne grossit pas même si vous zoomez. Vous allez aussi avoir des gens qui sont complètement, du coup, qui n'ont plus la vue et qui vont avoir des liseuses sur leur ordinateur. Donc, c'est un petit outil externe qui va en fait lire le contenu du site. Et si le site est mal fait, ça va être mal lu, les gens vont pas pouvoir naviguer dedans. Vous allez avoir des déficiences physiques. Potentiellement, quelqu'un qui est tétraplégique à l'heure actuelle, il a peut-être un simulateur de souris pour pouvoir naviguer dans son site, et il faut que ça interagisse correctement. Ou faites un test aussi, essayez de naviguer sur un site sans utiliser votre souris ou le trackpad si vous êtes sur un mobile, mais de le faire qu'avec votre clavier. Vous verrez qu'il y a des sites où ça devient très complexe. Donc voilà, l'accessibilité, ce sont toutes ces notions et bien plus encore. C'est un sujet très très vaste qui est totalement négligé même encore à l'heure actuelle, mais qui permet d'inclure les gens qui ont certains handicaps. Donc voilà, être full stack JS à l'heure actuelle, c'est rassembler toutes ces compétences, que ce soit en termes de maîtrise, de notions ou d'acquis. Mais c'est aussi un petit peu plus puisque ça va être sur votre profil. Il y a un dicton moi que j'aime beaucoup qui est d'André Maillet, qui est une artiste écrivaine poétesse.
qui dit de nos jours, la compétence ne suffit pas, le génie encore bien moins, il faut savoir se vendre. Et dans le cadre du full stack JS, c'est encore plus vrai. Donc voilà, on va retrouver des mots-clés qu'on retrouve partout, hein, être polyvalent, vous le voyez sur plein de CV, mais être polyvalent, enfin toutes ces notions humaines, il faut savoir les prouver. Être polyvalent, c'est pouvoir démontrer que juste vous n'êtes pas arrêté à une seule chose et que dans votre panel de compétences à l'heure actuelle, vous avez peut-être des projets pro qui vont faire intervenir sur différents aspects ou ce qu'on appelle des side projects, donc des projets perso que vous faites dans votre coin, qui là aussi vous font voir autre chose que ce que vous faites au quotidien ou des formations que vous êtes en train de suivre, qu'elles soient payantes ou gratuites, hein, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Mais voilà, c'est toute cette démarche de polyvalence qu'il va falloir prouver pour dire que vous êtes full stack. Derrière, rigoureux aussi, on le voit dans plein de CV, mais être rigoureux, c'est là aussi, il faut pouvoir l'expliquer. Faut pouvoir dire ce que c'est que la qualité de code, ce que c'est qu'une bonne organisation de projet. Être rigoureux sur un projet, c'est ça, c'est avoir une démarche et être capable de l'expliquer sur quelque chose de concret. Et pas juste dire, je suis rigoureux, voilà, j'arrive à 9h le matin et je pars à 18h le soir. Ça, c'est pas être rigoureux, c'est juste respecter des horaires, même si, là encore, c'est un vaste débat, le respect des horaires. Là aussi, curieux, hein, les gens le mettent souvent sur leur CV, mais être curieux, c'est bien beau, mais prouvez-le-moi. Expliquez-moi ce que c'est que de la veille technique. Dites-moi comment vous faites votre veille technique, par quel biais, quels sont les sujets qui vous intéressent en ce moment. Voilà, ça c'est être curieux, et ça c'est savoir le prouver. Et être full stack, être curieux, c'est un des principaux axes pour être full stack. C'est être innovant aussi. Innovant, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste dire j'ai des bonnes idées qu'on voit pas. C'est aussi dire ce que vous faites pour ça. Donc ne parlez pas d'un projet, enfin ne parlez pas forcément d'un projet perso. Hein. Voilà, quand vous allez dans une boîte et que vous avez juste l'idée du siècle qui pourrait vous rapporter, je vous conseille plutôt de la développer et potentiellement de créer votre entreprise. Si vous révélez un projet à une entreprise, dites-vous potentiellement elle pourra vous la voler et qu'en plus elle aura l'équipe pour être beaucoup plus réactive que vous. Mais du coup, être innovant, c'est suivre des technos ou des outils, hein, techno, outils, concepts, qui justement ne font pas encore partie vraiment du panel de l'offre d'emploi. Il y a quelques années, en arrière, on parlait de Flutter tout à l'heure. Quand vous disiez Flutter aux personnes, savaient même pas ce que c'est. Pourtant, Flutter, c'est pas nouveau. Mais pourtant, maintenant, il y a énormément d'articles, on vous en parle beaucoup. Mais il y a de ça 4 ans en arrière, parler de Flutter aux gens, on n'en entendait pas parler, et pourtant, ça existait, et les gens qui se sont placés dessus à cette époque-là et qui ont participé à l'évolution de Flutter à cette époque-là, c'était des gens innovants. Donc maintenant, voilà, vous allez être innovant par rapport à vos clients sur le marché français, parce que Flutter n'est pas sur le marché français des clients. Donc l'entreprise va être innovante en le proposant à ses clients, mais vous, quand vous postulez dans une entreprise et que vous voyez ce qu'elle fait, c'est aussi de vous poster sur des technos qu'elle ne fait pas et qui sont potentiellement une ouverture pour elle. Et bien sûr, un bon relationnel, c'est toujours important. À l'époque actuelle, vu qu'on a le masque, c'est être capable de transcrire le sourire derrière le masque et par différentes choses. Donc voilà, ça, ce sera toujours essentiel. Je déborde un petit peu, j'ai un peu traîné. Le timing n'est pas forcément bon, mais on touche à la fin. Sur les avantages et les dangers du full stack. Puisque voilà, il y a des plus et des moins. Donc, on va commencer par les avantages. Hein. Déjà, on va avoir un langage commun. Ça va vous permettre, en fait, c'est le fait d'avoir toutes les parties de votre application qui soient écrites uniquement en JavaScript. Donc là encore, on parle que du full stack JS, mais qui va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension au sein du code source pour l'équipe. Et du coup, par conséquent, il n'y aura pas forcément de décalage dans l'ingénierie entre le front et le back-end. Vu que les personnes seront sur les mêmes typologies, les mêmes technos, quand elles se parleront, elles se comprendront, et ça a un gros potentiel. C'est ce qui se produit souvent quand on a des technologies différentes. La frontière front et back, ça crée beaucoup de conflits sur beaucoup de projets, et finalement avoir la même techno, ça rassemble les gens. Mais en plus, ça permet aussi de travailler maintenant avec une seule équipe, puisque si vous êtes full stack Node et Vue par exemple, vous pouvez faire les deux. Et du coup, il y a même plus, d'équipe, ce qui pour l'entreprise et pour le projet va donner lieu à des réductions de coûts, des réductions d'efforts, une meilleure recherche d'emploi, parce que finalement, si vous ne cherchez qu'une seule techno, vous trouverez plein de bons talents. Et du coup, avoir une équipe comme ça qui est interfonctionnelle, ça reste un grand atout pour suivre
la méthodologie agile qu'on demande à l'heure actuelle dans les entreprises. Ça va vous permettre aussi une réutilisation étendue du code. Vous allez gagner du temps grâce à cette réutilisation et au partage du code. Il y a un principe que vous entendez beaucoup, qui est le dry, pour le don't repeat yourself. Donc, ne vous répétez pas. Et finalement, une fonctionnalité que vous allez avoir utilisée en front et en back, jusqu'à présent, il fallait la redévelopper dans 2 langages différents. Mais si vous utilisez le même, vous pouvez avoir une librairie commune. Et là, bingo, vous avez un seul développement à faire et un seul développement à maintenir. Donc là aussi, ça va permettre de réduire les coûts de maintenance et les coûts en équipe, de réduire considérablement l'effort. Et le nombre de lignes de code aussi dans votre projet, qui est toujours une métrique assez particulière. Ça va vous permettre aussi une haute performance et une meilleure vitesse. Node.js, par exemple, ça fonctionne sur un modèle d'entrée-sortie qu'on appelle non bloquant, qui fonctionne sur un concept d'événement. Et du coup, ça va le rendre léger et rapide par rapport à d'autres technos back-end qu'on pourra couramment utiliser, comme du PHP. Vous allez avoir ce côté un peu natif asynchrone dans le JavaScript qui va être mis en place. Vous pourrez comme ça, du coup, accélérer un petit peu votre développement avec cette technologie-là au travers de vos projets. Vous allez aussi, du coup, je le disais un petit peu tout à l'heure, mais avoir un énorme bassin de talents. Si vous regardez, Stack Overflow fait plein d'enquêtes, ce sont pas les seuls, mais bon, Stack Overflow est un site connu dans notre univers. Ils font plein d'enquêtes sur les langages et les habitudes, et vous verrez que JavaScript reste encore parmi les langages de programmation les plus utilisés à l'heure actuelle. Ce qui veut dire que derrière, vous allez avoir énormément de personnes de qualité sur ces langages-là, et que vous recruterez facilement. C'est aussi du coup une base de connaissances étendue. À l'heure actuelle, quand vous regardez des grands groupes comme Facebook ou Google, ils utilisent du JavaScript. React, c'est du JavaScript. Pour ceux qui ne savent pas, React c'est Facebook, et Angular, c'est Google. Donc voilà, et derrière se cache du JavaScript. Angular, maintenant, c'est du TypeScript. Mais derrière se cache cette volonté. Donc vous aurez une communauté qui sera énorme pour les connaissances et quand vous avez des questions, des problématiques. Et c'est aussi un ensemble d'outils gratuits open source. Vous avez énormément de librairies qui sont disponibles et sans frais supplémentaires pour augmenter un petit peu les capacités de votre projet. Par contre, derrière, il y a aussi des dangers à avoir une équipe entièrement full stack. C'est une insuffisance au niveau du back-end. Le JavaScript a ses limites, notamment quand on parle de calcul lourd. Donc, on ne parle pas de calcul mathématique, on parle de calcul pour le processeur et la mémoire. Et vous verrez que Node.js a certaines limitations. Et donc, dans ce cas-là, ce ne sera pas forcément la meilleure solution. Donc, vous ne pourrez pas être full stack JS sur tous les projets non plus. Donc, il y aura plein de technologies pour remplacer ça. Mais il faut pas oublier que même s'il est asynchrone, JavaScript reste sur un seul processeur et un seul thread. Donc, c'est un seul canal de communication pour empiler les instructions. Et du coup, ça reste limitant. Et un autre des grands dangers, c'est que être full stack JS, c'est intervenir partout, mais comme je vous le disais, on perd en expertise, donc on a une maîtrise finalement de rien. On ne pourra pas tout maîtriser si on n'a que du full stack JS. Du coup, on va forcément faire appel à des experts dans notre projet et n'avoir que des full stack JS. C'est comme si vous le faisiez tout seul. Finalement, c'est se limiter un petit peu sur le côté vraiment professionnel. Donc ça va obliger à avoir tout un panel de profils qui puissent se cumuler, même si ce sont tous des full stack JS, mais qui auront des orientations différentes pour cumuler les lacunes. Et enfin, c'est un cumul d'inconvénients qu'on avait jusque-là séparés parmi les technos. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous aviez peut-être des problématiques pour les gens qui faisaient du PHP en back et d'autres problématiques pour les gens qui faisaient du JavaScript. Chacun réglait ses problématiques indépendamment. Et maintenant, il va falloir les cumuler. Puisque vous allez avoir c'est les mêmes problématiques qui vont se mettre à gauche et à droite et qu'il va falloir répercuter un petit peu partout. Donc ça c'est une stratégie de développement qu'il va falloir appliquer en conséquence. Mais n'avoir que des full stack JS, je vous le disais, c'est pas la solution magique. Il y a aussi des dangers et des contraintes à tout ça. Et du coup, nous arrivons au bout de ce meet-up. Donc, on va avoir un petit peu les questions qui sont dans le flux. N'hésitez pas à en rajouter si vous en avez. On va prendre quelques minutes pour y répondre.
Et pour les gens qui n'ont pas de questions ou qui souhaitent aller manger, je vous souhaite une bonne soirée. Mais pour les autres, voilà, on va pouvoir répondre à quelques petites questions. Donc si je dépile un petit peu ce qui s'était dit, voilà, donc là, full stack JS, architecte logiciel, dev front, dev back, un petit peu effectivement. C'est un cumul, mais voilà, comme on le disait, c'est un cumul de chacun sans être expert dans chacun. Le full stack JS qui va être architecte, il sait juste qu'il aura gagné assez d'expérience pour pouvoir proposer des vraies solutions. Et encore, il va être architecte logiciel, mais pas architecte infra potentiellement. Donc après, voilà, il y en a, on a répondu au fur et à mesure, hein, big data, machine learning, oui, si on prend que full stack, ça pourrait rentrer dedans, expert UI aussi, doit connaître Photoshop, bah, potentiellement, hein, ça pourrait. Un full stack peut devenir peut-être un commercial avant-vente. Alors full stack à la limite, si vous pouvez être full stack marketeur ou full stack commercial, hein. Mais après, quand on parle de full stack, de dev full stack, si vous n'avez que des compétences de commercial, ça va être compliqué. Maintenant, à l'inverse, par contre, quelqu'un qui est dev full stack peut tout à fait vendre un projet. Maintenant, faut pas oublier qu'un commercial, il a fait aussi des études là-dedans. C'est pas pour rien. C'est que tout le monde n'est pas capable de vendre. C'est un métier à part entière. Moi, le premier, hein, je me suis expérimenté en tant qu'indépendant pendant plusieurs années, pendant 9 ans exactement, et j'ai fini par raccrocher parce que la vente n'est pas mon métier et que je n'aime pas ça. Donc voilà, c'est effectivement un dev full stack peut faire de la vente, mais c'est là aussi un état d'esprit, quoi. Il y a des techniques à apprendre, des techniques de vente, des techniques d'approche client, et c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, ça nécessite quand même un minimum de formation ou de soutien. Donc oui, un dev full stack, si on le prenait, ce serait un département IT entier, et c'est en ça qu'on dit que c'est totalement impossible. Donc non, c'est pas une terminologie qui s'applique qu'au web. Le full stack, ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Vous pouvez être full stack Java, puisque à l'heure actuelle, Java ne s'applique pas qu'au web, hein. Vous pouvez faire plein de choses en Java. Que ce soit du logiciel compilé pour votre système d'exploitation, que ce soit des applications mobiles, vous pouvez faire plein de choses. Et Java, Java derrière, vous avez Java, mais c'est qu'un langage. Donc vous avez plein de frameworks qui se posent dessus. Je voyais un moment dans le flux qu'on parlait de J2E et Spring Boot. Moi, principalement, je sais faire du Java. Récemment, on m'a emmené sur un projet Spring Boot. J'ai été perdu pendant plusieurs semaines parce que vous faites du Java, mais ça va au-delà. Il y a tout un mécanisme à prendre en compte, il y a des contraintes à prendre en compte. Donc voilà, c'est certaines choses. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas un full stack Java. Mais oui, ça peut s'appliquer à autre chose qu'au web. Ça peut aussi s'appliquer effectivement aux applications mobiles. Vous pouvez dire je suis full stack application mobile, mais là pour vous, ça veut dire que vous maîtrisez de nombreux langages. Vous maîtrisez Swift pour iOS, vous maîtrisez Objective-C ou Flutter maintenant pour Android, vous maîtrisez les progressive web apps, voilà, il y a vous maîtrisez du coup les service workers, donc c'est quand même un gros panel de compétences pour dire qu'on est full stack application mobile. Donc en plus, vous verrez que faire du mobile, c'est certaines contraintes qui s'apprennent, c'est un écosystème qui est particulier et voilà, il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à ça. Flexibilité, oui, c'est un mot d'ordre finalement du full stack JS pour animer les images GIF. On va peut-être pas pousser jusque là quand même. Méthodologie agile Scrum, architecture microservices, serveur cloud. Si vous mettez que dev full stack, oui, potentiellement, je vous le disais, vous serez capable de faire des microservices, des micro front-end, du serveur cloud, de l'architecture, du Scrum, vraiment toutes ces choses-là. Et oui, on doit faire de la veille technologique. Et oui, mais ça c'est toute personne, hein, pas seulement du full stack. Si vous voulez faire du développement dans votre vie, et d'ailleurs la veille, hein, c'est dans tout métier, vous devez faire de la veille pour être à jour dans votre métier et rester percutant dans vos avis. Mais dans les métiers technologiques qui évoluent à la vitesse actuelle, c'est encore plus vrai. Si vous ne faites pas de veille technologique, malheureusement, vous ne ferez pas de long feu. Enfin, vous ne ferez pas long feu dans ce métier, ou autrement, ça veut dire que vous avez décidé de vous cantonner uniquement à votre métier. Mais même comme ça, même si vous voulez rester dans du React toute votre vie, vous verrez que React, il évolue, que React, ils ont ajouté des choses. En React, je sais plus quelle version de React, ils avaient ajouté les hooks. Si vous n'avez pas fait de veille technologique à ce moment-là, regardez une application React moderne et vous comprendrez rien. Donc ouais, la veille techno, c'est le point essentiel de n'importe quelle personne qui est professionnelle à l'heure actuelle. Et oui, c'est un temps à consacrer. Parfois, certaines entreprises vous l'accordent, d'autres non. Mais voilà,
c'est tout un aspect à ne jamais maîtriser. On a le même âge, mais j'ai commencé il y a 3 ans. Bah, il est jamais trop tard pour commencer. Hein. Ça s'appelle de la reconversion professionnelle. On a pu s'être trompé avant ou vouloir ou avoir d'autres envies ou être obligé de changer de métier parce que notre métier s'estompe. Donc il n'y a jamais de mal à commencer tard et voilà, comme on l'a dit, être full stack c'est un état d'esprit. Donc même après 3 ans, on peut commencer à prétendre être full stack et à tendre vers ça, c'est aucun souci. Et du coup, full stack de mon âge, peut-être que je fais pas mon âge, hein, mais j'ai 38 ans, donc ça commence à être pas mal. Après, certains, par contre, ont eu des carrières beaucoup plus poussées que la mienne et ont certainement poussé plus loin en étant consultant ou chef de projet. Mais voilà, moi, le management, ce n'est pas dans mes perspectives. Donc moi, c'est plus de l'architecture ou du CTO qui m'intéresse à terme. Full stack, c'est un concept, petite structure. Voilà, il y a une réflexion dans le fil où on dit que c'est un concept quand dans une petite structure startup tu fais tout. C'est exactement ce qu'on voit dans plusieurs annonces, dans plusieurs annonces à l'heure actuelle dans les jobs, et c'est exactement la mauvaise utilisation de la terminologie full stack. C'est tu sais coder et tu peux coder partout. Non, c'est se moquer du monde. C'est pas un full stack, c'est juste j'ai besoin de quelqu'un et il ira partout, mais être full stack c'est plus qu'un job. Et après société structurée, Calliope est une société structurée et ça n'empêche pas d'être full stack. Alors après vous avez des sociétés qui sont beaucoup plus structurées, mais où ça dénature même le métier. Voilà, j'ai été dans d'autres sociétés avant qui sont d'autres grands groupes et qui ont poussé le vice à vous cantonner à un seul rôle. Et quand vous êtes un état d'esprit comme le mien, vous quittez cette entreprise. Parce qu'à force de vous cloisonner, vous avez l'impression de plus évoluer. Donc oui, il y a des entreprises où vous ne pourrez pas être full stack parce que ça ne correspond pas à leur philosophie. Mais par contre, il y a des entreprises structurées qui vont vous proposer d'être full stack parce que vous pouvez être structuré et être full stack. C'est deux notions totalement différentes. Full stack junior, ça on a répondu. Effectivement, moi je ne conçois pas un full stack junior. Un full stack un junior qu'on va accompagner à devenir un full stack, oui, mais full stack junior, non. Un stagiaire front plus un stagiaire front, un stagiaire back égale senior full stack, pas exactement. Oui, on prend aussi des stagiaires, on en a plusieurs à l'heure actuelle. Je viens signer chez vous, bienvenue. Oui, bien sûr, Olivier. Bien sûr, on se connaît. Dans un squad pluridisciplinaire avec un expert dans chaque domaine, n'est pas meilleur et rapide dans la prise de décision et la capacité de faire les bons choix. Alors attention, oui, là, quand on parle de prise de décision, n'avoir que des experts, effectivement, c'est beaucoup de consensus et si on n'a que des experts, ils n'arriveront pas forcément à communiquer entre eux. Donc quand on n'a que des experts et qu'on est cloisonné comme ça nécessite effectivement d'avoir des chefs de projet, d'avoir des architectes qui, eux, vont prendre des décisions, qui, eux, vont trancher. Et oui, là, dans ce cadre-là, par rapport à une équipe full stack, on verra peut-être pas trop la différence. Donc le mieux étant une équipe avec des experts et avec des full stack, où là, c'est juste un bonheur pour tout le monde. Back office, on se l'a expliqué, dashboard, Cuzzle, que je vous encourage à aller voir. Cuzzle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil très 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 puissant. Max Gavanon cette semaine, justement, je crois qu'il avait publié quelque chose récemment. Je crois que le nom me parle. Que reconnaissez-vous comme valeur ajoutée à ce bootcamp? Alors, je l'ai pas forcément regardé, moi. Donc là, je saurais pas répondre sur le bootcamp de Max Gavanon. Mais du coup, je suis curieux. Donc, j'irai voir et potentiellement... qui m'a posé la question? Pardon, Mélanie. Mélanie, j'irai voir et j'essaierai d'y répondre par un biais quelconque parce que du coup, je suis curieux. Recrutement, quelles compétences ou quelles qualités aviez-vous trouvé pour son rôle de PO? Ça, du coup, c'est pas moi qui l'ai recruté, je ne vous dirai pas. L'accessibilité, on y a répondu. Sécurité égale analyse des risques à maîtriser. Alors pas seulement, oui, là, il y a la sécurité dans un projet, donc ça c'est une analyse de risque, mais on parle aussi de sécurité vraiment à proprement parler pour les web, pour le développement, avec des failles de sécurité, des failles d'intrusion. Il existe beaucoup de failles à l'heure actuelle, que ce soit les failles XSS, que ce soit les man in the middle. Donc, vous en avez à différents niveaux, que ce soit au niveau serveur, donc infrastructure, au niveau du code, et gérer une sécurité sur une application à l'heure actuelle,
c'est intervenir sur beaucoup d'aspects et mettre en place beaucoup de bonnes pratiques. Voilà, il y en a qui sont connues. Il restera toujours des failles parce qu'il y a toujours des failles qui sont non connues à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est beaucoup de notions à prendre en compte et c'est un vaste aspect. Il y a des gens qui se sont spécialisés dans la cybersécurité avec des pen tests, donc des tests d'intrusion. Hein. Voilà, tout plein de mécaniques et qui vont tester la robustesse de vos applications par le biais de différentes manières pour vous dire s'ils arrivent à la casser ou pas. Et quand on parle de sécurité, potentiellement, vous verrez plein d'articles avec des gens qui ont récupéré des données personnelles. Ce sont des failles de sécurité. Et ça, il y a des principes pour les éviter. Est-ce qu'on peut dire que Java est un langage orienté objet par classe et JavaScript orienté objet par prototype? Tout à fait. Voilà, Java et JavaScript, même s'ils portent le même nom n'ont rien à voir. Voilà, ce sont deux domaines d'application différents, deux structures différentes, et Java est effectivement un langage de programmation orienté objet par classe, alors que JavaScript est par prototype. Merci, merci à vous surtout pour l'attention. Attention, il y a un piège, j'en ai deux Olivier Malige ce soir. Eh ben dis donc, comme quoi. Donc bienvenue au deuxième Olivier Malige. Alors ça en fera deux, ça va faire des réunions intéressantes. Qu'est-ce qu'on attend comme qualité, compétence de PO dans une team? Donc pour ceux qui ne savent pas, un PO est un product owner. Donc un product owner, c'est quelqu'un qui justement va rédiger vos user stories, donc va rédiger le côté fonctionnel de l'application au niveau utilisateur et va intervenir comme ça avec ce qu'on appelle le métier, donc les gens qui connaissent, qui sont chez les clients et qui connaissent les attentes et retranscrire ça pour les équipes de développement. Donc par différents biais. Donc qu'est-ce qu'on va attendre comme qualité? Moi, je pourrais vous dire ce que moi j'attends d'un PO. Maintenant, je ne sais pas si c'est ce qu'attendra forcément la boîte. Moi, un PO, j'attends de lui pas forcément qu'il soit technique, mais qu'il soit réactif, qu'il sache écrire, qu'il sache interroger les bonnes personnes et qu'il puisse retranscrire le côté fonctionnel, donc vraiment le côté humain d'une application. Et pas forcément le côté technique. Pour ça, il y a des experts, il y a des archis qui répondront très bien au côté technique. Mais par contre, si demain on me dit réalise un logiciel comptable et que je connais rien à la compta, c'est au PO de m'expliquer comment marche un logiciel comptable et ce que je dois faire dans chaque écran d'un logiciel comptable. Et derrière, par contre, la mécanique qui se cache, ce sera à moi de l'inventer pour résoudre le côté fonctionnel. Un PO, il n'a pas à aller plus loin que ça. Alors après, un PO qui en plus a des notions techniques, c'est encore mieux. Mais à la base, un PO n'a pas forcément besoin d'être technique pour fonctionner. Des bons sites pour faire de la veille côté full stack. Il y en a pléthore. Qu'est-ce que je peux vous donner certains des miens. Hein. Moi, dans la veille, déjà, il y a quelques feeds que je suis sur un site qui s'appelle Curiosity. Donc voilà, il y aura pas forcément que du JS dedans et full stack, hein, comme je vous disais, c'est agir sur différents liens. Donc vous n'aurez pas de thread full stack. Voilà, vous serez obligé d'aller voir différents sites pour constituer votre veille et faire de vous quelqu'un de full stack. Donc voilà, il y a Curiosity, il y a Evis Vendev, voilà, IFTTD. Il y a Artisan Développeur, il y a Café Craft, il y a Je suis un dev. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, je pourrais vous mettre certains petits liens comme ça. Il y a Octo qui propose des talks aussi, qui est une société, hein, mais qui propose des talks un peu comme nous, avec plein de choses intéressantes sur différentes technos. Je sais, c'est pas bien de faire de la pub pour de la concurrence, mais bon, là, pour le coup, il y a un blog d'experts aussi qui s'appelle Whiskel, qui aborde des sujets DevOps, cloud, tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de sites, Lilobase, Code Heroes. Voilà, il y a beaucoup de sites qui vont vous proposer différents panels de discussion avec du coup des articles remplis par des experts. Vous avez Medium hein, aussi. Alors voilà, les gens en penseront ce qu'ils en veulent, surtout maintenant que c'est devenu payant. Mais Medium est aussi une plateforme avec beaucoup de rédaction dedans, beaucoup d'articles intéressants. Bon, faut faire le tri sur certains parce que voilà, mais ça reste payant au bout d'un certain volume. Mais voilà, ce sont tout plein de sites sur lesquels il faut vous abonner, jeter un coup d'œil de temps en temps. Pour les utilisateurs de navigateurs et qui aiment les plugins, il y en a un qui s'appelle DailyDev, qui fonctionne sous Chrome ou sous Firefox,
qui vous propose aussi plein d'articles sur différents sujets. Vous pouvez filtrer les sujets qui vous intéressent. Et dès que vous ouvrez votre navigateur, du coup, il vous les propose et ça vous permet d'y passer un petit peu de temps. Donc voilà, ce sont plein d'outils comme ça qui vous permettent de mettre en place votre veille technique et technologique. Je vois que les questions sont arrêtées. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos interrogations sur le full stack JS et que maintenant vous saurez un peu plus de quoi les gens parlent et que vous saurez faire le tri dans les offres d'emploi qui parlent de full stack JS pour savoir si juste vous allez être cantonné à faire tout et n'importe quoi ou si on va vous proposer un vrai job et que comme ça vous pourrez un petit peu mieux négocier les choses. Donc j'espère avoir été utile et qu'on se reverra peut-être bientôt par le biais des recrutements Calliope ou sur d'autres meet-up ou d'autres collaborations interentreprises. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis bon appétit.